L'histoire commence avec notre héros tenant quelqu'un, lui disant qu'il est le dernier maintenant. Il sourit alors avec assurance et, utilisant sa magie, retient l'homme par le cou. L'homme l'accuse de cacher des compétences exceptionnelles qu'un simple fixé ne pourrait pas posséder. Le héros commença à l'interroger sur le grimoire, un puissant livre de magie, soulignant que la famille de Culan ne mobiliserait pas toutes ses forces juste pour chasser un simple chien errant, décrivant les membres de la famille comme de la racaille qui se multiplie et se propage comme des chiens enragés. L'homme a admis qu'il ne savait pas comment utiliser le grimoire, mais le héros a déduit de leur poursuite acharnée sur cette distance que le livre devait posséder une grande valeur. L'homme a exigé qu'il lui remette le grimoire immédiatement. En retour, il a offert d'intercéder pour qu'il reprenne son travail de fixé, utilisant même le terme dégradant de chien de chasse. Le héros s'est moqué de cette offre, se demandant sarcastiquement quelle autorité un simple gestionnaire de fixé pouvait avoir pour faire de telles promesses. Il le souleva ensuite avec sa magie, lui demandant s'il avait des dernières paroles avant de mourir. Soudain, une troisième personne apparut sur les lieux, un homme dégageant une puissante aura d'énergie maléfique qui les salua calmement. Ce nouveau venu révéla son identité, annonçant qu'il était Baran von de Culan, le chef de la famille magique dirigeante du continent oriental, les de Culan. Le gestionnaire de fixé était stupéfait. C'était la première fois qu'il voyait le chef de famille en face à face alors qu'il avait passé des décennies à les servir en tant que fixé. Baran était une figure légendaire connue comme le sorcier le plus puissant de l'histoire de la famille. Le héros se demanda quel genre d'homme cette personne pourrait être. Baran s'adressa au héros, lui disant de lui remettre le grimoire, promettant qu'il parlerait après. Cependant, le héros le rencontra avec une réponse grossière et choquante, lui disant qu'il l'énervait et l'accusa d'essayer de voler son butin durement gagné. Baran répondit à cette insolence par un rire sarcastique. À ce moment-là, le héros regretta de ne pas avoir dévoré la wyverne qu'il avait vue plus tôt quand il en avait eu l'occasion, car il réalisa maintenant que l'aura émanant du chef de famille était écrasante et plus forte que tout ce à quoi il avait jamais été confronté auparavant. Baran expliqua au héros que l'option la plus simple était de le tuer et de récupérer le grimoire par la force, mais il lui offrit une alternative. Il lui demanda de lui remettre le livre et de retourner au service de Culan, et en retour, tous ses crimes seraient pardonnés. Baran loua le talent de combattant du héros, admettant qu'il regrettait de ne pas avoir réalisé ce talent plus tôt. Il était impressionné qu'un rassal des bidonvilles puisse maîtriser les compétences triviales des fixés et les amener à un niveau aussi avancé. Il essaya ensuite de le tenter avec une vision d'un avenir brillant, se demandant jusqu'où une lame acérée comme lui pourrait s'envoler si elle était portée par les ailes de Clan, et quelle grandeur il pourrait ajouter au nom de famille. Il conclut son offre en l'invitant à se tenir à ses côtés et à écrire l'histoire ensemble. Le héros accepta l'offre de Baran, mais il posa une condition. Avec un sourire rusé, le héros exigea que Baran lui donne son siège de chef de famille, et alors seulement il pourrait négocier. Il se tourna ensuite vers Baran, lui rappelant qu'il avait observé ses batailles, et lui demanda en se moquant combien de personnes étaient mortes à cause du mouvement magique qu'il appliquait encore au gestionnaire de fixé épuisé. Ce défi irrita Baran, qui avertit le héros que c'était la façon dont il avait choisi de jouer et que ce choix pourrait conduire à sa mort. Le héros reconnut que c'était absolument vrai, mais il répondit par un défi encore plus grand. Invitant Baran à mesurer lui-même l'écart de puissance entre eux, Baran accepta le défi déclarant qu'il le disciplinerait d'abord. Baran commença à lancer une attaque que le héros esquiva avec grande difficulté. Et avant qu'il ne puisse reprendre son souffle, il fut surpris par un autre cercle magique qui apparut soudainement devant lui. Réalisant que c'était le véritable pouvoir du chef de la famille de Culan, un pouvoir qui ne laissait aucune ouverture exploitable, Baran rappela au héros son précédent défi, affirmant que certaines choses n'avaient pas besoin d'être testées, comme le vaste gouffre de puissance qui les séparait. Il commença ensuite à lancer une autre attaque qui provoqua une explosion massive. Du milieu de la fumée, Baran demanda au héros s'il avait changé d'avis sur la négociation, lui disant qu'il le laisserait vivre, mais de justesse. Le héros répondit en demandant si Baran l'accepterait s'il baissait la tête maintenant et retournait dans l'ombre de Clan. Mais il répondit rapidement à sa propre question par un cri de défi, « Pas question ». Le héros se leva avec force, du sang couvrant son visage, déclarant qu'il en avait marre de manger de la nourriture pour chien. Il déchaîna une attaque d'éclairs bleus, criant avec colère et se demandant qui se contenterait de redevenir un chien car un collier fantaisie dans une grande maison ne change rien au fond. Baran le traita de fou et se prépara à déchaîner une puissance écrasante. Le héros fut stupéfait par la scène devant lui alors qu'une tempête massive d'éclairs violets remplissait le ciel. À ce moment-là, il réalisa quelque chose. Il comprit enfin pourquoi, ce jour-là, il avait levé les yeux vers le ciel et vu cette wyverne planer avec une liberté absolue. La raison de son regard était sa souffrance et son profond désir d'atteindre cette liberté. Malgré l'attaque écrasante, le héros réussit à rester ferme. Baran le regarda avec admiration, admettant qu'il pensait que l'attaque le tuerait, puis lui demanda s'il ressentait maintenant la différence de puissance entre eux. Toujours debout, le héros reconnut le pouvoir dégoûtant de Baran. Baran demanda s'il était prêt à parler correctement maintenant et lui demanda de terminer l'histoire qu'il n'avait pas pu terminer auparavant. Le héros se demanda si Baran voulait qu'il redevienne un fixé,
mais Baharan le corrigea, expliquant qu'il ne parlait pas du poste de fixé. Baharan révéla sa véritable et surprenante offre au héros de devenir le chef d'une des familles affiliées à la famille de Culan. Le héros fut choqué par cette offre. Il pensa à la façon dont la famille de Culan, dont l'autorité rivalisait avec celle du pouvoir impérial, lui offrait la direction de l'une de ses familles loyales. Le héros regarda le grimoire en sa possession et demanda à Baharan si ce livre était son objectif depuis le début. Baharan répondit que le héros se sous-estimait encore, insistant sur le fait que son désir était pour le héros lui-même et que le grimoire venait en second. Baharan vit que le héros commençait à envisager l'offre, et il promit que l'accepter effacerait tous ses péchés passés, et seule la gloire avec la famille de Culan l'attendrait. Mais de façon inattendue, le héros commença à verser son énergie dans le grimoire avec l'intention de le détruire. Baharan lui demanda avec choc ce qu'il faisait, ce à quoi le héros répondit sarcastiquement qu'il pourrait l'avoir après qu'il soit réduit en cendres. Baharan menaça le héros qu'il ne mourrait jamais en paix, mais le héros le fit taire et lui dit d'écouter. Le héros expliqua que les fixés ne se soucient pas de l'argent, mais il prit ce grimoire parce qu'il était inestimable. Il révéla ensuite le sombre secret qui se cachait derrière, se demandant si Baharan était au courant des fixés qui avaient été dévorés par le jeune maître de Culan utilisant la magie interdite de ce livre. Ce salaud avait dévoré les camarades du héros, et la famille de Culan avait couvert le crime. Baharan demanda avec mépris si tout cela était pour la vengeance, notant que la vie des chiens errants est bon marché. Le héros répondit que son motif n'était pas seulement la vengeance. Il voulait réaliser les rêves de ses camarades, et cela nécessitait de l'argent. Il voulait également s'assurer qu'il ne retournerait pas vivre dans une niche après sa retraite. Après avoir tout entendu, Baharan déclara qu'il avait entendu les dernières paroles du héros. Il déchaîna son attaque finale, la flamme azurée de Culan, un feu éternel qui ne s'éteint jamais, et dit au héros de regretter son choix dans les profondeurs de cet enfer. Alors que les flammes le consumaient, le héros rejeta l'idée du regret, criant que la mort était préférable à redevenir le chien de Culan, et il ressentit une liberté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Ses dernières pensées furent qu'il ne regrettait rien et que s'il devait renaître, il saisirait sa liberté et réaliserait sa véritable vengeance. Il fut ensuite surpris par ce qui se passa. Tout se figea comme si le temps s'était arrêté. Le grimoire apparut et brilla de mille feux. Puis quelque chose d'étrange se produisit. Le héros se retrouva dans un autre endroit, se demandant comment il avait survécu après avoir été sur le point de mourir brûlé. Il sentait que quelque chose n'allait pas, et l'endroit lui semblait familier comme s'il était revenu dans le passé. Il se rappela alors qu'il était dans la zone noire, là où il avait lutté pour survivre avant de devenir un fixé. Il réalisa l'incroyable vérité. Il était revenu dans le passé. Il se demanda ce qui se passait en se retrouvant dans son corps plus jeune. Il était sûr d'être revenu dans le passé, mais remarqua qu'une certaine marque était toujours sur son corps. Bien qu'il ne comprît pas comment, il déduisit que le grimoire avait fait quelque chose pour provoquer ce retour. Il se rappela que le chef de la famille de Culan était venu en personne chercher le livre, ce qui prouvait son importance. Le héros décida que ce retour dans le passé était une bonne chose, quoi qu'il arrive. Il s'assura que ce n'était pas un rêve. Les événements semblaient trop réels, et l'odeur nauséabonde des égouts lui confirma qu'il était bien vivant. Il était optimiste quant à cette opportunité de connaître un grand succès, quoi qu'il fasse, mais se demanda ce que signifiait connaître un grand succès. Il se souvint qu'il avait autrefois un rêve que ses camarades partageaient également, et c'était la même raison qui l'avait poussé à décider de prendre sa retraite. Il commença à se remémorer une conversation qu'il avait eue avec l'un de ses camarades, Astor. Dans ce souvenir, Astor lui disait qu'il n'était que des sans-abri dans la zone noire, manquant de vêtements, de nourriture et d'éducation, et lui demanda lequel de ces manques était le pire pour lui. Le héros répondit que le manque de nourriture était le pire, mais Astor le corrigea. Après qu'un regard d'agacement face à la stupidité de la réponse apparut sur son visage, il expliqua que le fait de ne pas recevoir d'éducation était la chose la plus douloureuse. S'ils avaient été correctement formés et éduqués, ils ne seraient pas tombés entre les mains des nobles qui les réduisaient en esclavage. Astor révéla son rêve après sa retraite, construire une bibliothèque, un endroit où n'importe qui, quelle que soit sa richesse, son statut ou son sexe, pourrait lire des livres librement. Quant au héros, son rêve était d'aller encore plus loin. Il voulait construire une flèche imposante sans raison particulière, si ce n'est qu'il aimait les choses élevées. Il prévoyait de remplir cette tour de tous les livres qu'il pourrait trouver. Plus important encore, il placerait le manuel secret de la famille de Culan à l'entrée du premier étage afin que tout le monde puisse l'obtenir, qu'il s'agisse de vagabonds de la zone noire, de fils de nobles ou même de bouchers du marché. Le simple fait d'imaginer ces techniques, que la famille de Culan considérait comme plus précieuses que sa vie, mise à la disposition de tous, le rendait extatique. Il admit que le problème était de savoir comment obtenir ces techniques, mais il décida de laisser cela à son futur moi. Son but ultime était de répandre les secrets de Culan aussi largement que possible, ce qui conduirait à leur effondrement total. Soudain, ses rêves furent interrompus par un puissant coup de pied au visage. Un jeune homme en colère apparut et lui cria dessus pour ne pas être resté là où on lui avait dit, puis commença à le frapper à plusieurs reprises. Au début, le héros fut choqué par cette attaque soudaine,
mais il rassembla rapidement son expérience de fixé qui avait livré d'innombrables batailles. Il réussit à bloquer l'un des coups de pied, ce qui surprit l'attaquant. Le héros lui dit calmement qu'il l'avait frappé cette fois. Puis, avec un regard perçant, il déclara qu'il était temps de le rembourser au décuple. Le héros se prépara à une contre-attaque tandis que la peur apparaissait sur le visage de l'attaquant, et le bruit fort d'os brisés se fit entendre. Le héros fut surpris de constater que c'était sa propre main qui était cassée, se demandant comment cela s'était produit. L'autre garçon commença à le gronder avec colère pour avoir osé frapper quelqu'un de plus âgé que lui, le traitant de fou. Bien que le héros ait réussi à porter un coup, le jeune homme le jeta au sol et continua à le battre. Alors que le corps du héros était douloureux, c'est son cœur qui souffrait le plus. Le héros profita de l'occasion et fit trébucher l'attaquant qui perdit l'équilibre et tomba dans un canal d'égout. Le héros y vit une chance de s'échapper. L'attaquant se releva en toussant et demanda au héros où il pensait aller, mais le héros répondit qu'il ne s'enfuyait pas. En fait, ce qu'il faisait était une retraite tactique. Il décida de se souvenir du visage de son agresseur et de garder les 57 coups qu'il avait reçus dans son cœur, se rappelant qu'il était un fixé expérimenté qui ne savait pas comment abandonner. Après s'être éloigné, il réalisa que sa situation était mauvaise. Son poignet était foulé pour avoir donné un seul coup de poing, ce qui lui fit regretter la faiblesse de son corps actuel. Il s'assit, vaincu, et décida qu'il devait oublier la tour pour le moment et que la priorité était de réparer et de renforcer ce corps faible. Soudain, un petit enfant aux cheveux blancs apparut devant lui et lui demanda s'il avait faim. Le héros lui demanda s'il le connaissait, et l'enfant répondit que non. Le héros analysa les vêtements de l'enfant. Bien qu'ils soient usés, ils étaient à l'origine coûteux. Il en conclut qu'il était très probablement le fils d'un noble qui avait perdu une lutte de pouvoir et s'était enfui ici. Il le considérait comme une bombe à retardement à éviter. L'enfant se présenta, disant qu'il s'appelait Damian et que le nom de sa mère était Bianca. Le héros eut l'impression d'apprendre des choses qu'il ne devrait pas savoir, alors il demanda à Damian s'il était un peu lent à la détente. Damian lui dit alors innocemment que sa mère était morte, et le héros eut pitié de lui. Il répondit qu'il n'avait pas de père non plus, donc il était le gagnant, puis essaya de le chasser. Le héros décida qu'il valait mieux s'éloigner de cette bombe à retardement avant que cela ne devienne plus problématique. Mais lorsqu'il essaya de partir, Damian lui dit qu'il viendrait avec lui. Le héros refusa et pensa à le frapper pour le faire partir. Damian remarqua le poignet blessé du héros et lui demanda s'il avait mal, puis proposa de l'aider. Il plaça sa main sur celle du héros, et une puissante lumière de guérison apparut, ce qui étonna le héros. Il réalisa immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'une simple main guérisseuse. Il reconnut la technique secrète. C'était la lumière de la guérison, une technique spéciale de la famille noble déchue Blandu, qui avait été détruite par la famille de Culan. Les instincts du héros en tant que fixé professionnel hurlèrent. Il réalisa qu'il venait de se mêler à quelque chose de très mauvais et de dangereux. Il se demanda pourquoi un enfant de la famille Blandu se trouvait dans cet endroit, car leur famille était censée être encore en bonne position à ce moment-là. Il répéta le nom de Damian dans son esprit. Alors que Damian lui demandait s'il l'appelait, il se souvint soudain de quelque chose. Il s'était souvenu d'une information cruciale, quelqu'un de la lignée Blandu avec des yeux de couleurs différentes. Il reconnut l'identité de l'enfant devant lui. C'était le monstre de Blandu, Damian von Blandu, le fou qui ne meurt pas même s'il est tué. Le héros était dans un état de choc qu'il ne pouvait pas comprendre. Sa mémoire le ramena dans le passé, à une époque avant son déclin, alors qu'il travaillait encore comme fixé. Il se souvint d'une mission qui lui avait été confiée par ordre de la famille de Culan sur les terres de la famille Blandu. À cette époque, lui et ses camarades grommelaient, se demandant pourquoi ils étaient appelés pour une mission que la famille Blandu aurait dû être en mesure de gérer elle-même. L'un des camarades leur parla de rumeurs concernant un monstre dans les terres de Blandu, un monstre qui aurait tué des dizaines de personnes. Il se demandait si ce monstre était une goule ou quelque chose de ce genre, mais ce qu'il vit n'était pas une goule. Il vit un humain déchirer un autre humain en lambeaux. Cet humain était Damian qui riait follement pendant qu'il se battait, utilisant continuellement la magie de guérison de la famille Blandeu pour continuer à se battre. C'était un boucher dérangé qui ne mourait pas même après la mort. Le souvenir s'achève et le héros revient à son présent où Damian est assis devant lui, un enfant innocent regardant des fourmis avec intérêt. Le héros est encore sous le choc, incapable de réconcilier l'image du tueur brutal dans sa mémoire avec l'enfant devant lui. Il se demande pourquoi l'héritier direct de la famille Blandu, le fils unique du seigneur, se trouve dans un endroit aussi misérable. Damian interrompt ses pensées en parlant de nourriture. Il lui dit avec enthousiasme qu'il devrait manger, citant sa mère que bien manger évite les maladies, et conclut que le héros est malade parce qu'il ne mange pas. Le héros est d'accord avec sa logique, mais trouve sa façon de parler provocante. Il lui demande s'il a de l'argent. Damian sort un sac plein de pièces d'or et demande si c'est ce qu'il voulait dire. Après un court silence, le héros sourit et donne un signe d'approbation, déclarant soudain qu'ils sont maintenant amis. Il met son bras autour de Damien, stupéfait, lui disant que s'il dit qu'ils sont amis, alors ils le sont, et que les amis partagent ce qu'ils ont. Il l'entraîne ensuite avec enthousiasme à la recherche de nourriture pour se remplir le ventre. Damien demande à son nouvel ami ce qu'il a à partager,
ce à quoi le héros répond qu'il a un ami, en parlant de Damien lui-même. Après avoir mangé un bon repas et pris un bain, le héros se sent rafraîchi. Il voit Damien errer dans l'endroit, qui semble être une maison au-dessus du restaurant. Damien explique que c'est la première fois qu'il voit un endroit comme celui-ci car il a toujours dormi dehors. Damien mentionne soudainement qu'il n'a pas de père. Le héros plaisante en disant qu'il a un père, et il se lance dans une dispute enfantine qui se termine avec le héros se demandant pourquoi ils essaient de rivaliser sur cette question. Puis il lui pose des questions sur sa mère. Damien regarde autour de lui et répond innocemment qu'elle n'est pas là. Le héros décide de mieux évaluer la situation. Le héros demande à Damien depuis combien de temps il est seul. Damien réfléchit un instant et répond que depuis qu'il s'est enfui de chez lui, il a dormi 10 fois. Le héros commence à analyser cette nouvelle information, se demandant si Damien est un fugueur et s'il est poursuivi et si dormir 10 fois signifie que 10 jours se sont écoulés. Damien explique qu'il peut dormir 2 fois par jour, y compris les siestes, donc le nombre total de fois où il a dormi est de 10. Le héros déduit que Damien est en fuite depuis environ 3 ou 4 jours, mais il devient encore plus confus lorsque Damien ajoute qu'il n'a pas fait de sieste depuis qu'il s'est enfui, confirmant ainsi qu'il est complètement fou depuis la racine. Le héros commence à planifier l'avenir. Il voit une opportunité en ayant Damien avec lui dans la zone noire et blanche où il peut agir comme son tuteur et construire une relation avec la famille Blandu. Cette relation pourrait être utile à l'avenir lorsqu'il affrontera à nouveau la famille de Culan, et les demeures des nobles contiennent de nombreux livres dont il a besoin pour réaliser son rêve. Mais avant de penser à des plans à long terme, il décide qu'il a une affaire urgente à régler d'abord, qui est la rancune à 57 niveaux qu'il ressent envers le jeune homme qui l'a frappé plus tôt. Il dit à Damien qu'il va se coucher maintenant et l'avertit de ne pas le déranger sinon il y aura de gros problèmes. Damien demande s'il va faire des exercices de respiration, et le héros le confirme, lui demandant de faire de même quand il aura fini, ce que Damien accepte avec enthousiasme. Le héros commence sa méditation, se souvenant de sa vie passée où il s'appuyait sur des formules magiques standards données aux fixeurs, qui avaient des limites claires. Pour surmonter cela, il avait infiltré de nombreuses maisons nobles et volé leurs techniques, manquant de se faire tuer plus d'une fois. Il a appris divers arts secrets comme le renforcement du corps chevaleresque, les arts spirituels, l'invocation et l'alchimie, mais il se souvient que toutes ces techniques n'ont pas suffi contre la puissance catastrophique qu'il a affrontée de la part du chef de la famille de Culan juste avant sa mort. Par conséquent, cette fois, il décide d'apprendre l'art fondamental de la famille de Culan elle-même, l'art de la source céleste. C'est l'origine de toutes les techniques de Culan et capable de s'harmoniser avec tous les types de mana, et heureusement, il l'avait mémorisé à des fins de recherche dans sa vie passée. Quand il commence à activer la technique de respiration, il ressent une chaleur intense comme de la lave coulant dans son corps. Il découvre la présence d'impuretés dans ses circuits de mana, ce qui le surprend. Pour s'en débarrasser, il a recours à un pouvoir mystérieux et secret connu sous le nom de douche de mana, une technique utilisée uniquement par les mages d'élite des familles nobles pour purifier leur lignée directe. Une fois le processus terminé, il se réveille et se demande combien de temps s'est écoulé. Plus important encore, il constate que ses circuits de mana sont maintenant propres et que son mana a été purifié, peut-être à un niveau de pureté supérieur à celui de sa vie passée. Malgré cette amélioration significative, il réalise que vaincre de Culan semble toujours être une tâche impossible même s'il était né 100 fois. Cependant, ses chances se sont améliorées et il est un homme qui n'abandonne jamais, même face à des obstacles presque insurmontables. Le lendemain, Damien se réveille de son sommeil et constate que ses cheveux sont devenus bruns, ce qui le surprend. Le héros avait secrètement changé la couleur des cheveux blonds platine de Damien et ses vêtements afin que la famille Blandeo ne le reconnaisse pas. Une fois la dernière étape du déguisement terminée, Damien a demandé à son ami ce qu'ils allaient faire maintenant. Le héros annonce qu'ils vont casser des têtes car le jeune homme qui avait précédemment frappé le héros se promenait après une sieste. Il fut surpris de revoir le héros, mais cette fois il était propre et accompagné d'un autre enfant. Il lui demanda avec colère où il avait erré et à quoi ressemblait son apparence propre, puis remarqua son compagnon, Damien, qui, d'après ses vêtements, semblait avoir de l'argent. Soudain, le héros lui a donné un coup de poing puissant qui l'a fait tomber au sol. Il lui dit ensuite calmement que le simple fait de se souvenir de son visage était suffisant et annonça que son score avec lui commencerait à 123 coups. 2 jeunes hommes de la région ont entendu une agitation et sont allés vérifier, et un grand groupe de jeunes s'est rassemblé. Tout le monde a été surpris de voir le plus jeune et ce qu'il faisait. Le héros sourit sournoisement. Tous les visages lui étaient familiers et il décida de voir jusqu'où il pouvait aller cette fois. Une violente bagarre a commencé, et il les a battus un par un. Alors que le héros affichait des compétences de combat supérieures, frappant ses adversaires avec des poings enveloppés d'énergie magique, Damien regardait avec admiration, impressionné par la vitesse et la puissance de son nouvel ami. Le héros a enseigné à Damien que dans de telles situations, il devrait décrire ce qu'il voit comme super cool, ce que Damien a répété avec enthousiasme avec des yeux pétillants. Damien s'est approché du premier jeune homme et a proposé de soigner ses blessures. Le héros l'a ensuite attrapé et lui a demandé combien de coups il avait reçu jusqu'à présent, a ramassé un bâton en bois sur le sol, puis a fortement fessé le garçon avec, lui demandant à nouveau combien de coups il avait reçu jusqu'à présent,
mais le jeune homme terrifié a bégayé et a oublié le numéro. Ici, le héros s'est tourné vers Damian, son ami, et lui a dit que c'était son tour. Damian a joyeusement commencé à utiliser le toucher de guérison sur le jeune homme blessé qui hurlait de douleur et de peur, le suppliant d'arrêter. Le héros lui a dit que son score n'était pas encore réglé et qu'il devait recevoir encore 20 coups, ce qui a fait hurler le jeune homme encore plus de panique, appelant le héros et Damian des diables. Une fois la séance disciplinaire terminée, l'un des jeunes hommes s'est approché du héros avec respect et a dit « Bon travail, monsieur ». Le héros était fier de lui. La tâche de distribuer 2000 coups à raison de 100 coups par personne était un nouveau défi même pour lui. Les jeunes épuisés ont demandé la permission de partir, et le héros le leur a permis. Mais l'un d'eux a expliqué avec hésitation que c'était leur maison, ils ne pouvaient donc pas partir. L'expression du héros a changé et il a dit que c'était un petit problème. Face à cette menace voilée, les jeunes ont rapidement dit que ce serait eux qui partiraient, et ils ont fui leur maison. Alors que le héros les regardait fuir, il pensa qu'il était maintenant sans abri, mais soudain il sentit quelqu'un s'approcher de loin. Cette personne était rapide et furtive et possédait l'aura distincte d'un fixeur professionnel. Le héros en a conclu qu'ils étaient très probablement poursuivis. Il pense que la famille Blandeo l'a retrouvé plus vite qu'il ne s'y attendait et s'inquiète car il lui reste très peu de mana après le combat et le processus de purification qu'il a subi. Il réalise que son état actuel ne lui permet pas d'utiliser des sorts ou de se battre physiquement, mais il se souvient de sa véritable identité de fixeur expérimenté. Il se souvient que même dans sa vie passée, il n'a jamais eu une abondance de magie et a toujours fait face à des situations difficiles, donc ce n'est rien de nouveau pour lui. Il commence à rassembler tout le mana qui lui reste. Il compresse le mana qu'il a rassemblé, pensant que ce sera suffisant pour une attaque. Il sait qu'il n'a qu'une seule chance de survivre à cette situation. Lorsque le poursuivant arrive, il s'avère que ce n'est pas un ennemi, mais un homme âgé qui appelle Damian jeune maître. L'homme se présente comme Alfred, ayant l'air extrêmement soulagé d'avoir trouvé Damian, exprimant la grande anxiété qui l'avait empêché de dormir. Damian refuse catégoriquement de revenir, criant qu'il ne reviendra jamais et qu'Alfred doit le tuer d'abord, tandis que le majordome tente de le calmer et de le persuader de revenir. Le héros se rend compte que la fuite de Damian de sa famille n'était rien de plus qu'un petit garçon fuyant sa maison. Alfred, le majordome de la famille Blandeo, s'excuse auprès du héros pour la scène et se présente formellement. Le héros répond en se présentant comme Aster. Alfred remarque que le jeune maître Damien semble beaucoup apprécier Aster et l'invite à les accompagner au domicile de la famille Blandeo. Le héros se méfie de leurs intentions car il est bien connu que les familles nobles méprisent les roturiers, mais il ne peut pas comprendre leur véritable motif pour cette invitation. Il décide d'accepter l'invitation car elle correspond à son plan initial d'établir une relation avec la famille Blandeo qui contrôle l'entrée de la ville de Hazen où se trouve l'Académie Zénith et sa bibliothèque inégalée. Puisque son objectif est de construire une grande bibliothèque, il voit que visiter leur bibliothèque sera bénéfique. Il accepte l'invitation, considérant cela comme un petit détour sur son chemin vers la réalisation de son rêve. Le héros se tourne vers Damian et suggère joyeusement qu'ils aillent voir si la nourriture de la famille Blandeo est bonne. Ils arrivent au majestueux manoir de la famille Blandeo. Le héros considère cela comme sa première visite officielle au manoir Blandeo. Alfred leur dit qu'il est tard et qu'ils devraient se reposer, puis les remet à une servante nommée Lassie. Lorsque Lassie tente d'emmener Damien, l'enfant panique devant son regard vif et commence à crier et à s'excuser auprès d'elle. Ailleurs dans le manoir, le bruit d'une porte qui s'ouvre se fait entendre. Quelqu'un, apparemment le maître du manoir, demande à Alfred où est Damien. Le majordome répond qu'il a été retrouvé dans la 7e zone noire et blanche et qu'il est sur le chemin du retour. Il s'avère que c'est une dame, et elle déclenche une attaque magique en colère qui provoque une explosion. Elle demande frénétiquement si Damien va bien et menace de terribles conséquences si le moindre mal lui est arrivé. Alfred lui demande calmement de se calmer et d'écouter son rapport. Après avoir écouté le rapport, la dame ressent un grand soulagement. Alfred se dit que c'est une chance pour la dame et une chance pour quiconque aurait pu blesser le jeune maître. Il se souvient que cette dame était autrefois connue sous le titre de sorcière de sang. Il pense qu'étant donné sa nature féroce, surtout quand il s'agit de son fils, il est heureux que la situation se soit terminée ainsi. La dame le remercie pour son dur labeur. Alfred lui dit qu'il ne faisait que son devoir, mais ajoute qu'il y a quelque chose d'inhabituel dans cette affaire, ce qui pique sa curiosité. Alfred parle du nouvel ami que Damien s'est fait, qui s'appelle Aster. Il dit à la dame qu'Aster avait senti sa présence et préparé des contre-mesures avant même qu'il n'apparaisse devant lui. Il ajoute que lorsqu'ils se sont rencontrés, Aster tenait une balle de mana, une forme de magie comprimée prête pour une attaque. La dame est impressionnée par cela, décrivant le talent d'Astor comme remarquable pour un garçon de la zone noire et blanche. Sur la base de ce talent, Alfred a demandé à la dame de lui accorder une faveur. Dans une scène ultérieure, Alfred se tient devant le héros et lui fait une offre surprenante de devenir son successeur. Alfred semble confiant que le héros ne refusera pas. Il lui explique qu'une telle opportunité pour un rat de la zone noire et blanche signifie obtenir richesse et honneur, mais le héros répond impoliment qu'il n'est pas intéressé. Cela choque Alfred, qui demande s'il l'a bien entendu. Damien interrompt la scène en demandant la signification du mot que son ami a murmuré.
Le héros décline poliment l'offre, exprimant sa profonde gratitude d'être considéré comme le successeur du majordome, mais il préfère que les choses restent telles qu'elles sont maintenant. Alfred interprète ce refus comme de l'arrogance, croyant que le héros, étant un orphelin talentueux qui a maîtrisé la magie par lui-même, se voit comme une grande personne. Il commence alors à faire la leçon au héros, disant qu'il le comprend parce que lui aussi est né dans une famille ordinaire et était arrogant dans sa jeunesse avant de réaliser que le monde était vaste. L'agacement se voit sur le visage du héros alors qu'il pense à quel point cette conversation est triviale, mais Alfred continue sa leçon en expliquant que le héros pourrait penser qu'il peut tout faire et conquérir le monde, mais les choses ne fonctionnent pas comme ça. Le héros essaie de réprimer sa colère tandis qu'Alfred le compare aux gobelins des vallées, des créatures qui grandissent dans un environnement protégé et ne sont pas conscientes des vrais dangers du monde. Le héros répond dans sa tête que s'il était un gobelin, il serait probablement une vouivre maintenant, indiquant qu'il est loin d'être naïf ou faible. Alfred devient plus intense, déclarant que puisque le héros ne sait rien, il lui enseignera personnellement à quel point le monde est vaste et terrifiant. Alfred ouvre les portes d'une grande salle où de nombreux jeunes majordomes stagiaires sont alignés pour l'accueillir. Alfred demande au héros son opinion, soulignant que ces jeunes hommes sont des talents de la famille Blandeo à peu près de son âge et qu'il peut sûrement sentir leurs compétences. Le héros les regarde tranquillement et admet en lui-même que les talents de Blandeo sont en effet impressionnants. Il note qu'il est difficile de croire qu'ils ne sont que des adolescents avec ce niveau de raffinement car leur aura rempli tout l'endroit. Mais il regarde dans leurs yeux et pense sarcastiquement, il y avait des gobelins ici, ce qui signifie qu'ils ne sont rien comparés à ce à quoi il a été confronté. Alfred demande à nouveau s'il acceptera son offre, lui promettant qu'il peut briller comme ses enfants et même plus. Le héros répond simplement qu'il n'aime pas briller, ce qui provoque Alfred. L'un des stagiaires nommé Winster s'avance et s'adresse au chef majordome. Winster dit à Alfred avec un sourire sarcastique que si ce garçon avait vraiment ressenti quelque chose, il n'aurait jamais refusé son offre. Et puisqu'il a refusé, cela signifie qu'il n'a pas encore réalisé la vraie valeur du poste ou le talent présent dans la salle. Winster se porte volontaire pour donner au héros un petit aperçu de la vraie magie, proposant un duel d'entraînement. Alfred trouve l'idée arrogante, mais il y consent. Alfred suggère que le héros ait un duel rapide avec Winster. Le héros se rend compte qu'il est devenu une épine dans leurs pieds. Il comprend qu'il le voit comme un simple chien errant chanceux qui a trouvé son chemin à l'intérieur. Le héros accepte le duel mais demande à choisir lui-même ses adversaires, ce qu'Alfred autorise. Le héros pointe Winster et 4 autres stagiaires. Il annonce qu'il va les affronter tous les 5 à la fois, ce qui les choque. Il se moque d'eux en disant qu'ils devraient juste mourir s'ils ont peur. Alfred rit, impressionné, déclarant que c'est l'esprit que son successeur devrait avoir, mais il l'avertit que ces paroles pourraient être considérées comme une insulte à la famille Blandeo et lui demande s'il est prêt à en assumer la responsabilité, ce à quoi il répond avec confiance qu'il le fera. Alfred fixe les conditions du duel. Le héros doit tenir exactement 1 minute. S'il réussit, il recevra un cadeau. S'il échoue, il sera tenu responsable de ses paroles. Le héros se rend compte qu'être tenu responsable signifie être forcé de devenir le prochain chef majordome et le voit comme une tentative d'Alfred de le lier, mais il accepte les conditions. Alors qu'il se prépare pour le duel, l'un des entraîneurs exprime à Alfred son inquiétude quant au fait que le duel pourrait être trop dangereux. Alfred répond que ce danger est ce qui le rend intéressant car il pense que briser l'entêtement du garçon est le seul moyen pour lui de grandir. L'entraîneur des 5 recrues est inquiet. Il craint que blesser l'invité du jeune maître ne mette fin à sa carrière. Pendant ce temps, Damien observait la scène avec la servante, Lassie. L'entraîneur s'approche de lui et le supplie d'arrêter le chef majordome, l'avertissant que son ami est en grand danger. Mais Damien montre une grande excitation, ce qui terrifie encore plus l'entraîneur. Lassie intervient et dit à Damien que s'il s'en mêle, sa mère le grondera, alors Damien réprime sa colère. Alfred ordonne à l'entraîneur hésitant de commencer le duel. L'entraîneur se dit qu'il a fait de son mieux pour s'opposer, mais qu'il doit obéir aux ordres. Lassie dit à Damien qu'elle revient bientôt et lui demande de ne pas intervenir. Damien sourit et lui dit qu'il a compris. L'entraîneur explique les règles du duel, le décrivant comme un combat à tour de rôle. Il ricane en lui-même, considérant qu'il s'agit d'une bataille d'annihilation et pas seulement d'un combat. L'entraîneur confirme que le duel est bien une annihilation où il continue jusqu'à ce qu'un camp se rende, tout en conservant le droit d'arrêter le match. Winster se moque du héros, le traitant de chien errant aveuglé par la chance, et jure de l'écraser et de révéler sa vraie nature. L'entraîneur crie, annonçant le début du duel, et l'un des adversaires se précipite pour attaquer le héros. Dès le début du duel, le héros lance son attaque sur Winster, lui assénant un coup puissant et direct à la poitrine, le laissant dans un état de choc et de douleur. Winster hurle, n'en croyant pas ce qui s'est passé. Pendant ce temps, le héros annonce qu'il semble que ce soit lui qui va donner les leçons maintenant, tenant une balle de mana dans sa main et déclarant que la première leçon est que les plus petits piments sont les plus forts. Winster a reconnu la technique comme une simple manipulation basique du mana, une technique inefficace au combat. Le héros présente sa deuxième leçon, qui est de ne pas juger les gens à la hâte, puis libère la balle de mana. La balle explose avec une force immense, envoyant les 5 recrues voler dans les airs.
Le héros ajoute que le monde est vaste et amer alors qu'il assène un coup de poing direct à Winster. Il propose aux recrues vaincus de leur enseigner ses leçons et leur dit de bien les étudier. Winster lui crie dessus, le traitant de fou, affirmant que ce qu'il utilise n'est pas de la magie. Le héros utilise ce que l'on appelle la magie somatique, un style qui intègre le mana au combat au corps à corps pour abattre ses adversaires. L'entraîneur observe la scène en état de choc complet devant la puissance dont il est témoin, tandis qu'Alfred regarde le héros écraser ses adversaires. Alfred analyse la technique du héros, réalisant que la balle de mana qu'il a utilisée a été compressée au moins 3 ou 4 fois. Il imagine que s'il avait été touché directement par cette balle lors de leur première rencontre, cela aurait été dangereux. Il admire le contrôle inné du héros sur le mana. Il pense que la façon dont le héros a vaincu ses adversaires était terrifiante. Soudain, Alfred sent la présence de Lady Bianca et est stupéfait. Lady Bianca arrive avec Lassie, apportant l'espoir à l'entraîneur qui croit qu'elle est venue les sauver. La dame a demandé ce qui s'était passé, et Alfred répond avec hésitation qu'ils effectuaient un simple test. La dame regarde l'état chaotique et les recrues blessés sur le sol et demande sarcastiquement si c'est ce qu'il appelle un test. Elle ordonne à Alfred de rassembler les recrues et de les éloigner de l'endroit pour le moment. Puis elle a demandé à Damian de retourner dans sa chambre. Elle a également demandé au héros de retourner dans sa chambre, et il se dit, quel dommage. La dame convoque l'entraîneur, Rambet, et le renvoie d'un seul mot. Elle se tourne vers Alfred, lui disant qu'elle comprend ses intentions, mais qu'il est allé trop loin cette fois-ci. Alfred s'excuse, admet qu'il a perdu son sang-froid et est prêt à accepter n'importe quelle punition. La dame change de sujet et demande les détails de ce qui s'est exactement passé lors du duel, se demandant si Damian l'avait aidé. Alfred le nie, expliquant que le héros était simplement incroyablement doué pour frapper. Alfred s'excuse pour sa distraction et précise que la balle de mana qu'il a mentionnée précédemment a été utilisée à nouveau par le héros dans ce duel, mais cette fois, il l'avait compressée 3 ou 4 fois de plus. La dame en déduit que cela signifie que le contrôle du héros sur le mana est excellent et admet qu'elle a été très choquée même si elle ne l'a pas montré. Elle se demande avec étonnement s'il a vaincu 5 recrues avec une seule balle de mana, et Alfred confirme qu'il les a vaincus seul, notant que même les mages hautement entraînés ont du mal à manipuler le mana brut au lieu d'utiliser des sorts. Lady Bianca interroge Alfred sur l'offre qu'il a faite au garçon, et il lui dit qu'il l'a catégoriquement refusée. Ce refus pique l'intérêt de la dame, et elle décide qu'elle doit réévaluer Aster, ordonnant qu'il soit amené à elle. Le héros est convoqué pour rencontrer Lady Bianca, qui l'accueille et l'invite à s'asseoir tandis que Damien s'assoit à côté d'elle avec la bouche pleine de nourriture. Le héros confirme qu'il a entendu dire qu'elle l'avait convoqué, et la dame acquiesce, mais lui dit qu'il y a une autre affaire d'abord. Elle lui présente une boîte, expliquant qu'elle a entendu dire qu'Alfred lui avait promis un cadeau. Le héros se souvient de la promesse d'Alfred d'un cadeau s'il durait 1 minute, mais il ne s'attendait pas à ce que la dame elle-même le prépare si rapidement. Elle lui a demandé d'ouvrir la boîte. Le héros découvre qu'à l'intérieur de la boîte se trouve un élixir de haute qualité, un objet précieux qui n'est même pas donné dans la famille Blandu, sauf aux recrues acceptées dans les 5 meilleures équipes de magie. Le héros est méfiant, sachant que de tels cadeaux de valeur sont toujours assortis de conditions cachées. Lady Bianca le rassure, expliquant que l'élixir est une récompense pour avoir aidé Damien dans la zone noire et blanche, et c'est aussi une excuse pour l'incident du duel. Le héros lui demande directement si boire cet élixir le liera à la famille Blandeo, ce qu'elle nie fermement. Il lui demande ensuite s'il est empoisonné, et elle l'assure que non. Il demande une confirmation finale qu'il n'y a absolument aucune condition, et la dame le confirme, lui disant de le prendre sans crainte. Le héros la remercie et accepte le cadeau. Le héros considère l'élixir comme un gain inattendu, mais la dame lui dit qu'elle a une autre proposition à lui faire, et il se dit, je le savais. La dame lui offre une bourse pour fréquenter l'académie avec Damian. Elle explique que Damian était censé commencer ses études l'année dernière, mais qu'il s'y est fortement opposé, ce qui les a amenés à le reporter, et elle n'avait jamais imaginé qu'il s'enfuirait de chez lui pour éviter d'aller à l'académie. La dame explique qu'elle demande son aide parce que Damien l'admire, ce que Damien confirme avec joie, disant qu'il serait heureux d'y aller si son ami était avec lui. Le héros se rend compte que Lady Bianca est dans une impasse. Forcer Damien à y aller pourrait le pousser à s'enfuir à nouveau, mais elle n'a pas d'autre moyen de le faire changer d'avis. Le héros voit cette offre comme une bonne opportunité. Fréquenter l'académie est formidable, et les relations scolaires sont très précieuses dans un monde qui repose sur les liens familiaux et régionaux. Bien que l'offre soit très bonne, il a l'impression d'être entraîné dans les affaires de la famille Blandeo. Il lui dit qu'il va y réfléchir pour le moment, et elle accepte et lui demande de l'informer de sa décision. Avant de partir, elle lui demande pourquoi il a refusé l'offre d'Alfred de devenir son successeur. Le héros répond avec un sourire mystérieux, « Mes genoux me sont trop précieux », laissant la dame perplexe. Ailleurs, lorsqu'Alfred entend cette réponse, il est choqué et stupéfait par l'audace du garçon. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.